Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous l'avez vu avec le titre de la vidéo et vous l'attendez peut-être si vous me suivez sur Instagram parce que je vous en ai un petit peu parlé. On va faire une foire aux questions un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle va être centrée sur mon métier. Je vous avais donné un sticker de questions il y a quelque temps sur Instagram pour vous donner l'opportunité de me poser les questions que vous vouliez poser sur mon métier d'autrice. Et donc, je les ai toutes rassemblées aujourd'hui et on va essayer d'y répondre. Alors avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu, alors déjà pourquoi je fais cette vidéo et qui je suis si jamais vous débarquez sur la chaîne et que vous ne savez pas, ou même si vous êtes là depuis un certain temps mais que vous n'avez qu'une petite idée un petit peu nébuleuse de ce que je fais, histoire qu'on voit un petit peu ce qui nous a amené à faire cette vidéo. À vrai dire, quand on fait un métier qui est peu conventionnel, en particulier les métiers artistiques, on se retrouve assez souvent à devoir faire face à des questions qui reviennent, à des interrogations, à des clichés aussi, à des choses qui sont quelquefois un petit peu répétitives, des petites choses auxquelles on aurait envie de tordre le cou. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Et donc, je profite de mon statut d'artiste-auteur, n'est-ce pas, puisque c'est ainsi que la loi me définit, pour faire un petit peu cette petite mise au point. Alors si vous ne me connaissez pas, ou si vous me connaissez mais que vous ne savez pas exactement ce que je fais tel Chandler Bing dans Friends, je suis Lyra Coltyr, je suis donc autrice, j'écris sur plusieurs médias, j'écris notamment pour une maison d'édition qui est Danae, donc qui fait partie du groupe d'édition Pictos. J'ai également écrit pour Alliance Magique qui fait également partie de cette branche de maison d'édition. J'ai écrit pour les éditions Très Daniel aussi, qui sont une toute autre catégorie. Mais j'écris aussi et surtout le nœud central de mon métier, c'est de l'auto-édition. J'écris donc des contenus sur une plateforme de financement qui s'appelle Patreon, prononcez-le comme vous voulez, peu importe. Et donc j'écris un programme qui s'appelle Une année en magie et qui se compose donc d'un livret d'une centaine de pages, ce qui fait du bon gros livret et jusqu'à 4 vidéos supplémentaires tous les mois. Pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne, j'ai imprimé, moi je m'imprime les livrets pour moi, enfin je les imprimais, je le fais plus parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc par mois en fait, voilà ce que ça représente. ASMR, page qui tourne. Voilà, encore, il y en a encore. Voilà. Tous les mois, j'écris ça. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Je suis toute seule pour le faire, donc c'est beaucoup. Et à côté de ça, donc j'écris des livres également pour ma maison d'édition. Je produis aussi des vidéos sur YouTube, mais ça, ce n'est pas mon métier. YouTube ne me rapporte quasiment rien. Ça me rembourse pas tout à fait mes frais YouTube, donc j'y perds en fait sur YouTube. Donc voilà, le nœud de mon métier, c'est Une année en magie, donc ce que je viens de vous montrer. Et donc les livres que j'écris pour Alliance Magique et Danae et les oracles. En tout, j'en ai écrit. Alors j'ai écrit 2 oracles. L'oracle des runes chez Très Daniel et l'oracle de la magie forestière chez Arcana Sacra, donc qui est encore une branche de chez Pictos. J'ai écrit également le grimoire de magie forestière chez Alliance Magique et j'ai écrit aussi un cahier de vacances sur les runes, toujours chez Alliance Magique. Et là, dernièrement, j'ai écrit le petit précis de cuisine magique chez Danae. Donc ça nous fait 5 ouvrages en tout. Voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que je fais. Et le programme Une année en magie, je fais ça depuis 2019, donc nous en sommes à la saison 7. C'est un programme mensuel, donc enfin c'est une publication mensuelle, c'est pas vraiment un programme dans le sens où vous pouvez le prendre quand vous voulez, au rythme que vous voulez. Je le conçois sur un an pour faire une unité de sens, mais c'est pas du tout obligatoire de suivre un an en entier. C'est un petit peu comme un magazine si vous voulez, vous l'achetez quand vous voulez. Des fois on s'abonne, des fois on achète quand on passe chez le marchand de journaux. Bah là c'est un petit peu le même fonctionnement. Disons que le but c'est de vous donner tous les mois des idées, des inspirations pour vous accompagner dans votre pratique et vous inspirer au fil des saisons, au fil du temps, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous mets le petit résumé de cette année dans le petit i si vous voulez aller jeter un œil, parce qu'on a quand même pas mal de questions sur lesquelles répondre, donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc je vis de ça depuis, alors pas depuis 2019, mais depuis à peu près mi-2020, on va dire, la moitié de l'année 2020, fin année 2020, début 2021, véritablement. Et donc, c'est un statut un petit peu particulier qui ouvre la porte à pas mal de questions. Alors c'est parti, on se lance, je les ai toutes là devant moi, je vous les lis et on essaie d'y répondre.
Comment trouves-tu la motivation d'écrire? Routine du matin, deadline avec l'éditeur, ronron thérapie, etc. Alors la motivation d'écrire, c'est quelque chose en fait que j'ai toujours eu. Je suis, une scribouillarde compulsive. J'écris tout le temps, j'écris beaucoup, j'écris tout. Je passe énormément par l'écrit, j'ai une mémoire kinesthésique donc déjà, écrire pour moi, c'est une manière pour moi de mémoriser. Alors pour ce qui est de la motivation d'écrire, j'avoue que, étant donné que je travaille à la maison, je travaille 100 à domicile désormais, je suis obligée pour mon bien-être physique et mental de m'astreindre à un emploi du temps assez strict. Donc je fais un emploi du temps jour par jour. Généralement mes journées se ressemblent toutes à part le samedi puisque le samedi c'est journée tournage. Voilà, vous êtes dimanche et ben moi chez moi c'est samedi. Mais sinon tous les autres jours sont les mêmes. Oui, même le dimanche, je travaille tous les jours. Généralement, j'essaye de travailler au moins 2 ou 3 heures le matin et au moins 6 heures l'après-midi, mais ça fluctue, hein. Des fois, je travaille beaucoup plus, il m'arrive de travailler en soirée et trouver la motivation, eh bien, c'est exactement comme vous quand vous allez au travail. J'y vais parce que c'est l'heure. C'est un travail artistique, donc on a tendance à se dire que quand on est dans un travail passion, eh bien, on est toujours, motivé, on est toujours inspiré, on a toujours envie de le faire parce que c'est notre moteur, c'est notre passion. Non, c'est faux. Il y a des jours où j'ai pas la motivation. Il y a des jours où j'ai juste envie de me poser, de jouer aux Sims, de lire un bouquin ou d'aller marcher dehors ou de faire autre chose. C'est d'autant plus difficile quand on travaille chez soi parce qu'on n'a pas un patron sur le dos pour nous dire: «Allez, va te mettre au boulot». C'est pour ça donc que je m'astreins à un programme assez carré pour pouvoir, du coup, trouver la motivation. Alors par contre, pour ce qui est de l'inspiration, on y reviendra, mais pour la motivation, c'est vrai que c'est ça, voilà, j'ai une routine. Voilà, j'ai une routine effectivement. Alors les deadlines, forcément, ça aide. J'ai pas que des deadlines avec mon éditeur, j'ai aussi des deadlines avec moi, puisque les contenus d'une année en magie, je dois les publier les 3 de chaque mois. Le 3 de chaque mois, je dois donc avoir bouclé le mois en question. Du coup, j'ai forcément une deadline, donc je me fais un programme pour le mois où je sais que tel jour, je vais bosser sur tel dossier, tel sujet, etc. Et je dois avoir terminé ces choses-là ce jour-là, je dois mettre en page à tel moment, je dois faire le tournage à tel moment. Donc je me fais mes mois, en fait, généralement, je les fais vers le 4-5 de chaque mois pour pouvoir avoir mon mois en entier. Et ensuite, je me lance et je publie le 3. Donc j'ai des deadlines en fait à chaque fois. Les deadlines avec l'éditeur sont également aussi bien sûr à prendre en compte, mais c'est un petit peu différent parce que on peut toujours demander des deadlines avec un éditeur. Enfin, généralement, on peut demander des délais supplémentaires si on prévient suffisamment à l'avance et si on sait un peu s'organiser. Alors que par contre, pour une année en magie, j'ai pas le choix. Si le travail n'est pas fait, il n'est pas fait et je ne suis pas payée. Donc il faut absolument que je fasse mon boulot à temps. Donc forcément, c'est une sacrée motivation. Et la ronron thérapie, ouais, ça aide. Généralement, quand je travaille, mon chat se couche sur mes genoux et alors, oui, généralement, elle joue avec mes cheveux, avec le clavier, avec mes mains, c'est plus un malus qu'un mais bon, ça aide un petit peu et ça aide à travailler. Sachant qu'au niveau du rythme de travail, je travaille selon la méthode Pomodoro, donc je bosse pendant ça dépend des fois, je fais, soit je fais par tranche de 25, soit par tranche de 35 minutes et je m'accorde 5 minutes de pause. Donc 5 minutes de pause, c'est je vais aux toilettes, je me lève, je fais quelques pas, je caresse mon chat, je check mes mails, voilà, je regarde dehors. Voilà, c'est histoire de décrocher pour ne pas devenir chèvre. Voilà. Deuxième question. Comment as-tu eu le courage de te lancer à ton compte? Moi j'en rêve, mais ça me fait peur. Oui, je comprends complètement. En réalité alors le courage, oui, c'est du courage, ça demande du courage parce que c'est vrai que c'est assez difficile. Avant ça, j'étais instit, donc j'étais professeure des écoles. C'est un métier qui a failli avoir ma peau et quand j'en suis partie, il fallait absolument que je parte avant d'y laisser des plumes et de faire des dégâts qui auraient été irréversibles. Donc ça m'a demandé du courage de démissionner, mais j'ai été un moment dans l'illusion, je réfléchissais à démissionner depuis pas mal de temps et j'ai été un moment dans l'illusion de trouver un travail avant de démissionner
et de pouvoir avoir quelque chose derrière. Malheureusement, ça a été impossible puisque chaque fois que je passais des entretiens d'embauche, j'étais donc obligée de dire que j'étais encore enseignante et personne n'a voulu m'embaucher parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de démissionner du poste d'enseignante. Donc tant que je n'avais pas démissionné, je ne pouvais pas être embauchée ailleurs. Du coup, j'ai dû me lancer dans le grand bain, j'ai dû démissionner et me dire bah j'ai rien derrière, mais tant pis, je démissionne. Par un concours de circonstances heureux, j'ai eu énormément de chance, j'ai été au chômage seulement 3 jours. J'ai décroché un boulot juste derrière, que je ne pensais pas du tout décrocher d'ailleurs, mais ça a été un petit peu un hasard heureux, on va dire, un petit coup de pouce du destin. Et bon, c'était un temps partiel et c'était extrêmement mal payé, mais ça m'a permis quand même d'avoir quelque chose juste derrière et j'ai cumulé les emplois, donc j'en ai cumulé 3. J'étais, journaliste, les week-ends, je faisais les nuits dans un internat en tant que surveillante en lycée et je donnais des cours de soutien scolaire et de préparation aux examens les après-midi. C'était extrêmement lourd, je travaillais 70 heures par semaine pour un salaire de misère parce que tout mis bout à bout, j'arrivais à peine à 800 €. Donc oui, c'était vraiment de la misère. Pour 70 heures par semaine, c'est terrifiant. Donc en fait, si tu veux, là, pour me lancer à mon compte, j'avais plus rien à perdre. Parce que de toute façon, je pouvais difficilement être plus mal payée et travailler plus, avoir des conditions plus dégueulasses que ce que j'avais. Donc au final, ça m'a pas demandé tant de courage que ça, puisque bah, j'avais plus grand chose à perdre. Après, j'imagine que quand on a un CDI dans lequel on n'est pas trop mal, qu'on n'est pas bien mais pas trop mal, ça peut être un petit peu plus problématique. Cela étant dit, j'ai fait les choses très progressivement, c'est-à-dire que j'ai pas tout plaqué pour lancer mon entreprise. Vu que j'avais 3 boulots, j'ai commencé par en abandonner un. Donc j'ai laissé tomber les nuits à l'internat. Et j'ai commencé à travailler, sachant que j'avais déjà monté mon projet en amont. Une année en magie, je l'ai monté sur 2 ans en réalité. Donc où j'ai commencé à faire des recherches, à me demander quelle forme lui donner, à faire un peu une étude de marché, voir ce qui marchait ou ce qui marchait pas sur les réseaux sociaux, bref, ce genre de choses. Essayer de trouver aussi quelque chose qui n'était pas déjà existant, parce que mon but c'était pas de plagier, de surfer sur une vague qui existait déjà, c'était vraiment de créer quelque chose qui n'existait pas. Et au moment où je me suis lancée, les formations de ce type-là, les publications de ce type-là n'existaient absolument pas. Du coup, voilà, j'avais envie d'être pionnière un petit peu dans ce domaine-là. Bon, maintenant, il y en a plein qui surfent sur cette vague-là, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais du coup, voilà, j'ai abandonné d'abord un seul poste, j'ai gardé les 2 autres, j'ai commencé une année en magie, j'ai, ensuite vu, si ça pouvait se développer suffisamment pour abandonner enfin abandonner, non, j'ai pas abandonné mon poste de journaliste, c'est juste que mon contrat est arrivé à son terme. Donc j'ai essayé de faire monter l'importance d'une année en magie pour pouvoir pallier le manque qu'allait représenter la perte de cet emploi. Alors je le savais, hein, c'était un CDD, donc j'étais au courant. Et ensuite, eh bien, j'ai fini par abandonner le dernier emploi que j'avais pour me lancer pleinement. Donc j'ai fait ça vraiment par étapes. Troisième question. Comment ont réagi tes proches quand tu t'es lancée à 100% dans ta vie d'autrice? Peur, encouragement, etc. J'ai très peu de proches. J'ai très peu de proches. À vrai dire, à l'époque, j'avais seulement mes parents, ma sœur et mon ex-conjoint et ils ont tous été très encourageants. J'ai eu de la chance parce qu'ils m'avaient vu souffrir énormément dans mon emploi précédent. Ils m'ont vu galérer à cumuler 3 boulots. Ils savaient que écrire, c'était mon but depuis toujours, donc ils ont été très encourageants. J'ai eu beaucoup de chance. Comment arrives-tu à passer de l'idée à l'écriture sans trop t'éparpiller? Je suis autiste. M'éparpiller, ça fait partie, ça fait partie de ma carte mentale. Moi, j'ai besoin de m'éparpiller pour m'organiser, en fait. C'est assez particulier. Je suis quelqu'un, paradoxalement, qui cumule une organisation extrême et un bordel sans nom. C'est-à-dire que je fais les choses de manière extrêmement carrée, extrêmement orthodoxe, mais je pars dans tous les sens. Et j'ai besoin de ça. Et honnêtement, mon organisation, étant le reflet de ma neuroatypie, ne fonctionnera pour personne d'autre que pour moi. Donc soit pour ça, je ne peux absolument pas vous donner de tips, parce que quand j'explique comment je travaille à d'autres auteurs et d'autres autrices, généralement, ils me regardent en me disant: «Mais» et paradoxalement, je pense qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. Il faut trouver en fait son propre,
son propre moyen, son propre médium. Une chose qui m'a énormément aidée, ce sont mes études. J'ai fait des études d'archéologie, donc j'ai fait un master. Enfin, à l'époque, c'était pas un master, j'ai une maîtrise, parce que c'était pas encore passé au master quand j'étais étudiante, parce que je suis une vieille personne, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai eu un maître de recherche qui était excessivement pointilleux, qui était pas très sympathique, mais qui était extrêmement rigoureux et qui m'a appris justement à travailler avec rigueur et à m'organiser et à faire mes recherches. Donc, je pense que ça m'a aidé beaucoup aussi. As-tu une routine d'écriture, planification, block time, etc. Et si oui, comment la gères-tu avec les imprévus qui peuvent arriver? Je suis autiste. Les imprévus, c'est l'Armageddon. Quand il y a des imprévus, je ne gère pas. Donc j'essaye au maximum de ne pas avoir d'imprévus. Mes proches sont prévenus, donc généralement ils essayent de ne pas me balancer des trucs imprévus parce qu'ils savent que ça me fait vriller et que c'est très dangereux pour moi. Mais oui, j'ai une routine d'écriture. Oui, j'ai une routine d'écriture. Je planifie, comme je vous disais, longtemps à l'avance. J'ai un agenda dans lequel je note tout. Je me fais une liste de choses à faire. Tous les soirs, je fais ma liste de choses à faire pour le lendemain et toutes les semaines, je fais une liste de choses à faire pour la semaine déjà. Donc je commence par faire une liste de choses à faire sur la semaine et tous les soirs, je rajoute, j'ajuste, j'enlève des choses en fonction de ce que j'ai déjà fait pour pouvoir m'organiser. Mais oui, j'ai une routine d'écriture. Je planifie les sujets que je vais traiter, même si quelquefois, si je suis plus motivée pour un sujet, par exemple, une journée, je manque de motivation, bah, je vais pas prendre le sujet que j'avais pris au départ. S'il m'inspire moyen, je vais plutôt aller prendre un sujet équivalent, mais qui m'inspire beaucoup plus pour casser un petit peu mon manque de motivation. Mais oui, je suis obligée de planifier et d'avoir un planning extrêmement précis hein, et extrêmement. Je me pose pas devant mon ordinateur en me disant bien aujourd'hui je vais écrire. Non, je me pose devant mon ordinateur à telle heure en sachant que je vais faire telle chose. De telle heure à telle heure, je fais mes recherches. De telle heure à telle heure, j'organise les idées. De telle heure à telle heure, je les mets en forme et j'écris. Voilà. Donc il faut absolument que ce soit fait de manière le plus carré possible. Sinon j'explose, tout simplement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail? Ah, il y a tellement de choses qui me plaisent. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Bah, je crois que c'est justement de faire en sorte que mon travail ressemble à ma façon de penser. Parce que dans la plupart des boulots que j'ai fait avant, la plupart des boulots sont pensés pour les gens qui ont un cerveau qui fonctionne normalement, ce qui paraît logique. Et à partir du moment où on est neuroatypique, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à gérer. Euh, donc, ce que j'aimais dans le journalisme, justement, c'est que quand je suis arrivée dans ce boulot-là, mon patron m'a dit, voilà, aujourd'hui, tu dois faire telle tâche. Par contre, comment tu les fais, où tu les fais, le moment où tu les fais n'a pas d'importance. Il faut juste que le soir à telle heure, ça se soit rendu. Et après, je m'organisais comme je voulais. Je prenais mes rendez-vous à l'heure que je voulais. Bon, évidemment, quand il y avait des événements, il fallait que j'y sois à l'heure de l'événement. Mais je pouvais m'avancer, je pouvais écrire le soir tard, je restais souvent le soir assez tard à l'agence. Je pouvais venir très tôt le matin si j'en avais envie. Je pouvais faire comme je voulais. Et c'est en faisant ce métier-là que je me suis rendu compte que seul un métier comme ça pouvait me convenir. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée et je crois que c'est aujourd'hui ce qui me plaît le plus dans mon métier. C'est de pouvoir faire en sorte que mon rythme de travail ressemble à mon rythme cérébral. Parce que sinon, c'est contre-productif et c'est une grande souffrance pour les personnes comme moi. Donc ouais, je pense que au-delà de l'aspect créatif qui me plaît énormément et du sujet bien sûr et des échanges que je peux avoir avec les gens qui me plaisent beaucoup, il y a plein de choses qui me plaisent dans ce boulot, mais je pense que ce qui me plaît le plus c'est ça, c'est de faire en sorte d'optimiser en fait, de faire que mon fonctionnement cérébral qui n'est pas le même que celui de tout le monde devienne un atout et ne soit plus une contrainte. Et ça c'est plutôt cool. As-tu déjà eu une panne d'inspiration? Une? Ah non, j'en ai eu. Non, j'ai jamais eu une panne d'inspiration. J'en ai eu des milliers, j'en ai eu des millions, des milliards. Oui, bien sûr, bien entendu. Oui, il y a des fois la page blanche. Il y a des fois on se retrouve devant le curseur qui clignote à l'écran et rien ne vient. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit j'ai de la chance, il me reste d'autres sujets qui m'inspirent et du coup je change. Si jamais ce thème-là, aujourd'hui, cet article-là, je n'y arrive pas, c'est arrivé récemment, hein. Il y a eu un article qui pourtant me plaisait beaucoup, mais impossible d'écrire dessus. C'était le sujet sur la déesse Éostre, qui est paru dans le dernier numéro de mars. C'est un sujet qui me fascine et qui me passionne, puisque la question c'était de savoir si cette déesse était attestée historiquement ou pas, si c'était un hapax de Bède le Vénérable ou s'il avait
vraiment pioché quelque part. Donc c'était une véritable enquête. Je suis allée assez loin pour essayer de remonter les sources, de les croiser entre différentes études, etc. Donc ça me hypait de fou. Mais par contre, ça me faisait très peur parce que c'était un gros, gros, gros sujet. Je savais que j'allais avoir besoin d'au moins 5 jours pour le traiter. Et quand il fallait s'y mettre, je n'y arrivais pas. Du coup, il y a un jour où, le jour où je m'étais dit je m'y mets, j'ai vu le curseur clignoter à l'écran, je me suis sentie mal, je commençais à avoir le palpitant qui tapait, à commencer à avoir flou, à me dire ça va pas, à me sentir vraiment crispée. J'avais les épaules qui étaient à ce niveau-là de mes oreilles, vous voyez un petit peu le truc, donc j'ai dit je laisse tomber pour aujourd'hui, je le refile à la moi du futur et aujourd'hui je vais faire un autre sujet. Il m'est arrivé des fois carrément si j'ai passé des phases difficiles, si suite à des épisodes de meltdown ou des crises d'angoisse, des choses comme ça, il y avait des moments où je gérais pas très bien mes angoisses, où vraiment écrire était impossible. Dans ces cas-là, je laissais tout tomber. J'allais faire autre chose, généralement du ménage ou une activité très voilà, qui ne sollicite pas les ressources de mon cerveau et l'inspiration revenait plus tard et j'écrivais jusqu'à 2 heures du matin. Donc voilà. C'est aussi voilà, c'est ce que je vous dis, l'avantage de mon métier, c'est que, bah, si à 14 heures, à l'heure où j'ai décidé d'écrire tel sujet, je n'y arrive pas, et bah, je laisse tomber, je reprends plus tard, quitte à travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est pas grave, puisque c'est moi qui fais mes horaires, donc c'est pas perdu. Après, il faut pas que je décale trop, mais je sais que sur mes 24 heures, je dois faire ça. Après, quand je l'ai fait, comment je l'ai fait, où je l'ai fait, bah, c'est comme au journalisme, on s'en fout du moment que c'est fait. Est-ce que tu travailles chez toi ou en extérieur, seul ou en groupe? Je travaille essentiellement chez moi, et je travaille toujours seule. Alors, je dis essentiellement chez moi parce qu'il m'arrive de travailler à la bibliothèque, de moins en moins parce que, ma bibliothèque a de moins en moins d'espace de travail, en fait, malheureusement. J'avais eu l'idée de travailler dans un café aussi qui proposait ce genre de choses, un Starbucks-like, c'était un Columbus pour vous dire l'idée et le jour où j'ai décidé d'y aller, le café a fermé. Donc je me suis dit: «Bon, c'est un signe, on me dit de rester chez moi». Donc oui, je travaille chez moi en général, et je travaille systématiquement seule. Voilà. Donc c'est assez solitaire, ça conviendrait pas à tout le monde, mais moi ça me va. Quelles sont tes méthodes de recherche? Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets. Quels sont les meilleurs conseils que tu as reçus? Quels sont ceux que tu aimerais donner? En réalité, j'ai pas vraiment reçu de conseils parce que quand je me suis lancée, personne autour de moi ne faisait ce métier-là et je ne connaissais pas d'autres auteurs et d'autres autrices. Je crois que le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est le psychiatre que j'étais allée voir, enfin qu'on m'avait envoyé de force voir quand j'ai voulu démissionner de l'éducation nationale parce qu'on m'avait jugée comme étant folle, et qui m'a dit, «Tant que vous n'êtes pas en dépression suicidaire, mademoiselle, sauvez-vous vite». Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Sauvez-vous vite. Donc, mais au niveau de en fait, j'ai pas vraiment cherché de conseils et j'en ai pas vraiment reçu. Je me suis lancée toute seule, c'était un peu un pari fou, mais ouais, je suis quelqu'un d'assez solitaire et d'assez, indépendant dans ce que je fais et c'est vrai que non, j'ai pas vraiment reçu de conseils. Par contre, ceux que j'aimerais donner aux gens qui aimeraient se lancer, alors que ce soit dans la carrière d'autrice ou dans la carrière, dans n'importe quelle carrière, indépendant, c'est, de ne pas se laisser avoir par la peur. Alors je sais que c'est facile à dire, mais en fait, vous avez 2 options devant vous. Soit, vous restez dans votre état actuel où vous êtes pas bien et vous savez que ça n'ira pas mieux. Soit vous prenez un risque et il y a une chance sur 2 que ça se passe mieux et une chance sur 2 que ça foire complètement. Si ça foire complètement et ben, ça s'arrête pas là. On recherche un travail, on refait quelque chose, il y a toujours des solutions en fait, mais il y a quand même une chance que ça se passe mieux. Donc statistiquement parlant, il vaut mieux se lancer quand on sait qu'on a une chance que ça se passe mieux. Parce que mine de rien, alors oui, la sécurité de l'emploi, c'est important. Oui, payer les factures, c'est super important. Absolument, c'est vrai. Mais si c'est pour faire une dépression et se retrouver dans un état, absolument effroyable, à être malheureux comme les pierres et à se sentir mal dans ce qu'on fait, à ne plus pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie, ni même de ces moments de congé parce qu'on a la peur au ventre de retourner au boulot, bah, ça sert à rien en fait. Mieux vaut gagner moins et vivre mieux. Très honnêtement, pour être tout à fait transparente avec vous, quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, je touchais 1 800 € par mois.
Je suis donc passée à un salaire de 1 000 € de moins, 800 €. Ça a été permis parce qu'à l'époque, je ne vivais pas toute seule, mais aussi et surtout parce que j'ai fait énormément de compromis et de sacrifices. J'ai renoncé à beaucoup de choses. J'ai sacrifié tous mes loisirs, je me suis désinscrite de tout ce que je faisais, j'ai arrêté d'acheter des choses pour moi, j'achetais juste le strict minimum pour survivre. J'ai eu une vie d'asset pendant un certain temps où je me faisais plus du tout de plaisir, plus de sorties, plus rien, plus alors j'en faisais très peu des sorties mais quand même, je faisais plus rien. Mais qu'est-ce que j'étais mieux! Et finalement, c'était pas une privation parce que je savais que c'était pour aller vers le mieux et qu'il fallait que je passe par cette phase de privation, cette phase de transition qui était très dure, d'angoisse aussi parce que je savais pas si ça allait marcher. Mais je me disais, ok, je ne sais pas si ça va marcher, mais ça a une chance de marcher. Alors que quand j'étais dans l'éducation nationale, je savais que j'avais pas une seule chance de m'en sortir. Donc je pense que c'est aussi ça. Peser la balance bénéfice-risque. Et voyez de quel côté la balance pèse le plus. Si ça pèse plus du côté des bénéfices, eh ben lancez-vous. Si ça pèse plus du côté des risques, peut-être essayer de trouver une autre alternative. Arrives-tu à en vivre? Oui, Dieu merci, j'arrive à en vivre. Je cumule beaucoup de choses, hein, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas qu'un seul boulot, mais ça me permet de payer mes factures aujourd'hui et c'est un grand bonheur. Un grand bonheur qui est sur le point de disparaître avec les nouvelles lois sur la TVA. Donc c'est une angoisse effroyable, hein, parce que je vais être obligée de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis que je me suis lancée en 2019. Je n'ai jamais augmenté mes prix. J'ai augmenté mes quantités de contenu, mais mes prix sont toujours restés les mêmes. Là, je ne vais plus pouvoir le faire. Je vais devoir augmenter mes prix. Alors, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça viendra et malheureusement, je pense que beaucoup de gens ne suivront pas. Parce que, bah oui, si j'augmente mes prix, bah, ça augmente le coût pour eux et eux n'ont pas un salaire qui va augmenter en même temps. Donc c'est complètement contre-productif. Tout le monde y perd en fait. C'est merveilleux. Mais je ne pourrais pas survivre en perdant 20% de mes revenus. C'est pas possible. Donc voilà, là je suis actuellement en train de chercher des compromis, de voir comment je vais pouvoir organiser tout ça. Mais ça s'annonce mal, les amis. Ça s'annonce très mal. Mais bon, voilà. En tout cas, sachez que si j'augmente mes prix, ce sera pas de gaieté de cœur et surtout, ça n'ira pas dans ma poche. Alors, j'augmenterai pas mes prix de 20%, hein, ça c'est non. Donc, je sais que j'y perdrai forcément, mais je pourrais pas perdre 20%. J'y arriverai pas. Je survivrai pas à ça. Donc, voilà. Pour l'instant, j'arrive à en vivre, mais c'est aussi ça les joies du métier indépendant, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Voilà. Une décision du gouvernement et pouf, c'est fini. Bref, on va passer à un autre sujet parce que ça, c'est déprimant. Quelles sont tes méthodes? Quel rythme de travail? Quelle préparation? Architecte, abeille, jardinier. Alors, j'ai pas la ref de architecte, abeille, jardinier, j'avoue. Mais mes méthodes et mon rythme de travail, bah ça, je vous en ai parlé. J'utilise beaucoup la méthode Pomodoro. Je trouve que ça marche très très bien, surtout pour moi qui ai tendance à me disperser. J'ai besoin d'avoir un cadre hyper carré. Je suis un peu scolaire, hein, moi, quand je travaille, donc ça fonctionne bien pour moi. Au niveau du rythme de travail, bon, on va dire que je compte pas mes heures, hein. Je travaille beaucoup, trop. Je travaille tous les jours. Je ne prends pas de congé, je prends pas de week-end. Je me prends uniquement quand j'y arrive. Je me prends 2 jours de congé, le 4, pardon, le 4 et le 5 de chaque mois, qui sont donc les lendemains des envois où j'essaye de prendre 2 jours. C'est rare quand j'arrive à les prendre tous les 2, mais j'essaye de prendre 2 jours. De temps en temps, je prends une après-midi pour avoir un certain nombre de vie sociale, pour voir ma famille, faire 2-3 trucs. Des fois, je prends une matinée, mais voilà, je ne prends pas de vacances. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était en février 2018. Voilà, donc c'est beaucoup. Et au niveau préparation, alors j'aime bien me mettre en condition. Donc généralement, je me fais une boisson chaude. Alors le matin, je me fais du thé. À 14h, je me fais une tisane. Et à 16h, je me fais un matcha. Voilà. Et le soir, généralement, ça dépend. Ça peut être de nouveau un thé, une tisane, une chicorée en fonction de... Oui, je suis une vieille personne, je bois de la chicorée en fonction de mes envies, de mes besoins, bref, etc., etc. Et je m'installe, j'ai un bureau sur lequel je m'installe, donc c'est là où je vous parle depuis mon espace de travail. Je ne travaille pas depuis mon canapé, parce que voilà, je sais que le canapé c'est l'espace de détente, donc quand je travaille, je me mets au bureau histoire d'avoir, voilà, de me mettre dans des conditions idoines pour travailler à peu près correctement. Pour
écrire, est-ce que tu es plutôt du matin, après-midi, étalé sur la journée? Y a-t-il un jour où tu t'interdis d'écrire? Alors, techniquement, je suis toute l'après-midi. C'est là où je suis le plus productive. Donc, le matin, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est de la relecture et de la mise en page. Parce que le matin, mon cerveau est encore un peu dans les vapes, sachant que moi, je suis assez longue à émerger le matin. Je me lève, je te bouscule, je ne te réveille pas comme d'habitude. Je vais prendre un petit snack très rapide pour réveiller mon estomac. Généralement, je prends une poignée de fruits secs. Ensuite, je vais faire du sport. J'ai besoin de ça pour me réveiller le matin. Mon corps est extrêmement endolori. Je souffre beaucoup quand je me lève le matin. Donc, si je ne vais pas bouger, je décède. Donc, je vais faire une séance de sport, généralement assez lourde le matin parce que voilà, ça me fait du bien. Donc, je fais de la musculation la plupart du temps, 1 heure et demie à peu près. Et ensuite seulement, je vais prendre mon petit déjeuner. Généralement, je le prends devant une vidéo, quelque chose pour me détendre et ensuite je travaille. Donc je me lève assez tôt et je me mets ensuite au travail. Et pour ne pas me brusquer trop, parce que bah, mine de rien, j'ai fait pas mal de choses déjà jusque-là, je vais faire plutôt voilà, de la mise en page, de la relecture, je cherche les images dans les banques de données, je fais de la maquette, des petites choses comme ça. L'après-midi, je fais de l'écriture recherche pure parce que là, j'ai le cerveau qui fuse à plein régime. Donc là, je suis bien productive. Et le soir, ça dépend. C'est très fluctuant. Des fois, le soir, j'ai le cerveau qui carbure, donc je continue. Et des fois, il est un petit peu en mode glaçon laissé en plein soleil. Et dans ces cas-là, je fais plutôt du montage vidéo le soir. Déjà parce que j'aime mieux travailler dans l'obscurité pour monter les vidéos. Je trouve que je vois mieux qu'avec la lumière du jour. Et du coup, voilà, je fais plus ce genre de choses-là le soir où je continue la relecture, mise en page, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de jour où je m'interdis d'écrire. Non, j'écris tous les jours. Alors ça, j'ai un peu répondu déjà. Comment fais-tu pour rester motivée? Il y a des questions qui reviennent un petit peu. Tu as mis combien de temps à réussir à t'en sortir financièrement à ton compte si tu t'en sors? Entre 1 an et demi et 2 ans. C'est devenu... j'ai commencé à avoir une paye acceptable en cumulant avec un autre boulot au bout d'1 an et demi. Et j'ai eu une paye qui m'a permis de ne garder que ce travail-là au bout d'1 an. Quand je parle du travail, bien sûr, je parle encore d'une année en magie, hein, sachant que ce que je publie pour la maison d'édition, c'est vraiment qu'un petit plus. Je n'en vis pas du tout. C'est beaucoup trop peu pour vous donner, je vais être transparente encore une fois avec vous. Là, pour tous les bouquins que j'ai publiés chez Alliance Magique, pour 1 an, je touche 953 € pour 1 an. Voilà, ça fait même pas un 13e mois. Donc non, je ne vis pas de ça. Quand je parle de mon travail, bien sûr, je parle d'une année en magie, il n'y a que ça qui me fait vivre. Mais oui, il m'a fallu, pour en vivre, 2 ans. Voilà. Donc faut être patient. Ça demande un petit peu de patience et de courage parce que bah, ces 2 ans, comme je vous l'ai dit, un peu de galère où on ne vit pas le mieux de notre vie. Qui fait la relecture révision? Cette personne a-t-elle un diplôme dans ce domaine? Alors j'ai demandé des compléments pour cette question spécifique à la personne. Là, on parle de l'édition. Donc on parle uniquement des livres que j'ai publiés et pas du tout d'une année en magie, hein. Là, elle me parle vraiment des livres. Alors, qui fait la relecture révision? Eh bien, ce sont des gens qui sont embauchés pour ça dans les maisons d'édition, qui normalement sont diplômés dans ce domaine-là, oui. Après, il y a des couacs. On va pas se mentir, il y a des couacs. Moi, il y a des choses qui m'ont fait bondir, vraiment. On a un regard, bien sûr, c'est-à-dire qu'on nous envoie les épreuves corrigées pour qu'on les valide. Mais très honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous, écrire un livre, c'est le relire au moins 5 fois. C'est-à-dire que je le relis une première fois pour moi. Je le relis une deuxième fois avant de l'envoyer, pardon, à l'éditeur. Je le relis ensuite une troisième fois quand on m'envoie la primo-correction, donc les suggestions de correction par le correcteur. Donc je relis et je vérifie ça. Je relis une quatrième fois, une fois que ces corrections ont été apportées. Et ensuite, on m'envoie normalement, et pas toujours, les épreuves avant impression pour que je les relise.
on va pas se mentir, les 2 dernières relectures, on a les yeux qui se croisent et notre livre, on le déteste. On n'en peut plus de le relire. C'est devenu insupportable. On le hait, on veut le brûler, on veut en faire un autodafé, on veut le jeter par la fenêtre, on n'en peut plus, on se déteste. On déteste notre façon de parler, notre façon d'écrire, on déteste le sujet sur lequel on a écrit. C'est un rejet viscéral, on n'en peut plus. Donc il y a des choses qui passent quelquefois. Il y a des erreurs qui passent. Et surtout, la dernière relecture, donc l'épreuve avant impression, on nous l'envoie pas toujours. Il arrive qu'on nous l'envoie pas quand les délais sont un petit peu serrés, et dans ces cas-là, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça a été le cas, par exemple, il y a des titres qui sont erronés dans certains de mes ouvrages. Sachez que les titres, c'est absolument pas de mon fait. Il y a une coquille horrible dans le grimoire de magie forestière qui n'est pas de mon fait non plus. Je sais pas ce qui a pris à la correctrice, qui m'a donc corrigé la date de mort de l'empereur Claude, qui est mort en 54. Elle a mis en 1954 pour un auteur romain. Donc je pense qu'elle aussi, elle devait en avoir jusque-là de me relire. Et voilà, il y a des choses qui passent parce qu'on n'est que des êtres humains. Diplôme ou pas diplôme, eh ben on est faillible. Ça arrive. Il m'arrive de lire des Stephen King et de relever des coquilles dedans. Il y a des coquilles dans Le Seigneur des Anneaux, il y en a des assez graves d'ailleurs. Il y a plein de choses. Il y a pas, je crois pas qu'il existe un livre sans coquilles en fait. Je ne pense pas. Donc oui, les gens qui me relisent sont diplômés dans ce domaine-là, il me semble, mais ça reste des êtres humains et c'est pas la peine de leur taper sur les doigts et c'est pas la peine de me taper sur les doigts non plus parce que moi aussi je suis un être humain et qu'au bout de la 5e relecture, je vous dis, j'ai juste envie de me tirer une balle. Voilà. Euh, Comment as-tu débuté? Alors, en fait, j'ai appris l'alphabet et ça a été un coup de foudre. Non, je plaisante, mais je pense que ce qui m'a vraiment lancée sur l'écriture et ce qui m'a fait prendre pleinement conscience que je pouvais écrire, c'est le journalisme. Ça m'a donné énormément de billes, de confiance en moi déjà, et de méthode. Parce que on apprend à tourner des phrases. J'ai pas fait d'études de journalisme, hein, je me suis vraiment lancée dedans. J'ai passé un entretien sans trop y croire et on m'a dit bon tu fais un essai. Sur l'essai, on m'a envoyé sur un reportage, on m'a dit voilà, t'as telle place pour écrire, débrouille-toi. Ça a été la meilleure école de ma vie. Le débrouille-toi, ça a été la meilleure école de ma vie. Moi, j'apprends beaucoup comme ça, en fait. J'apprends beaucoup en étant soumise au truc. Démerde-toi, ça marche très bien avec moi. Alors, je sais que ça fonctionne pas avec tout le monde, mais moi, ça marche pour moi. Donc, ça a été vraiment de l'adaptation et je me suis rendu compte des progrès que j'avais fait sur l'année et demie que j'ai passé dans ce travail-là. Ouais, parce que voilà, il y avait des contraintes temporelles, il y avait des contraintes spatiales, il y avait des contraintes de thème. Il fallait écrire vite, il fallait écrire, relever des informations, faire des recherches, etc. Et je crois que ça a été, c'est comme ça que je pense que je peux dire que j'ai débuté. Et en tout cas, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que non seulement c'était ce que je voulais faire, mais c'était aussi ce que je pouvais faire. Et ça, j'aurai une reconnaissance éternelle pour la personne qui m'a parlé de cette offre d'emploi, qui est une amie très chère et que je salue en passant, CR, si tu passes par là, big love à toi. Et surtout, une grande reconnaissance pour mon patron, qui lui ne passera jamais par ici, mais big love sur lui quand même, et qui m'a valorisé et c'était le meilleur chef du monde, et qui m'a donné confiance en moi et qui m'a permis de prendre conscience que je pouvais écrire. Donc voilà, plein de love. Comment écrire sans inspiration ni motivation? Les petits passages à vide, on aime. Cette question me fait beaucoup rire. Je sais que vous adorez les passages à vide. Alors, je sais pourquoi. Je sais qu'on a tendance à se dire, ouais, les gens aiment quand on va pas bien parce que ils sont cruels et tout. Non, ils sont pas cruels. C'est juste que quand on va pas bien, ça vous fait prendre conscience qu'on est que des êtres humains et que si vous allez pas bien, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. C'est rassurant, en fait, de savoir que même les gens qu'on suit et dont on s'inspire ou dont on admire le travail, quelquefois, vont pas bien de temps en temps parce que ça nous rappelle que, ah bah oui, on a le droit d'aller mal. On a le droit d'être pas bien. Alors, comment est-ce qu'on écrit sans inspiration ni motivation? On n'écrit pas. Sans inspiration ni motivation, on n'écrit pas. C'est comme écrire sans encre, ça marche pas. Donc on n'écrit pas, on fait en sorte de retrouver inspiration et motivation. Et on va se nourrir. On essaye de se ressourcer. Moi, ce qui marche le mieux, c'est d'aller me balader, de jouer avec mon chat ou de jouer aux Sims. Parce que ça me fait décrocher et ça me permet de retrouver de l'inspiration ou de lire. Heureusement, un de mes moteurs principaux,
C'est la lecture et lire m'inspire. Donc je lis 3 heures par jour, je trouve beaucoup d'inspiration dans ce que je lis ou la simple contemplation et je suis quelqu'un qui ne manque pas d'inspiration, heureusement, mais je peux manquer de motivation et dans ces cas-là, voilà, on essaye de se re-remplir et surtout on force rien, ça ne sert à rien. Hem Est-ce toi qui proposes des sujets de livres aux maisons d'édition ou est-ce elle qui te passe commande pour un sujet en particulier? Alors, à part le cahier de vacances runique, c'est toujours moi qui ai proposé. Alors, pas exactement. Pour vous raconter l'histoire, l'oracle des runes, en fait, c'est l'illustratrice qui avait déjà commencé à concevoir l'oracle et qui m'a dit: «Voilà, j'ai fait ça, j'aimerais quelqu'un pour écrire le livret». J'ai vu ce qu'elle avait fait, donc c'est Gulliver l'aventurière, si elle passe par ici, big love sur toi aussi. J'ai vu ce qu'elle avait fait, j'ai fait un AVC, j'ai dit: «Je veux travailler avec cette personne, c'est absolument magnifique, c'est somptueux, c'est sublime, c'est son je veux faire ça». Donc là, oui, là, ça a été une sorte de «commande» entre guillemets, mais pas de la maison d'édition, de l'éditrice, de l'illustratrice, je veux dire. Et une fois qu'on a fait ce petit bébé ensemble, qu'on a commencé à en poser les bases, on l'a emmené chez une maison d'édition. On a dit: «Voilà, on a fait ça, est-ce que ça vous intéresse?» Donc c'est nous qui avons proposé en fait le truc. Hem, Même chose pour, l'oracle de la magie forestière. C'est l'illustratrice aussi qui avait commencé un boulot, en amont et j'ai apporté ensuite, des idées, des inspirations pour les cartes. Ça a été un travail ensuite qu'on a fait, mais c'est elle qui a fait la démarche de travailler avec moi et on a proposé ça, voilà, ça a bien fonctionné. Sinon les autres, bouquins, c'est moi qui suis pour le grimoire de magie forestière et le petit précis de cuisine magique et l'autre projet sur lequel je travaille, c'est moi qui suis allée frapper et qui a dit: «Voilà, j'aimerais faire ça. Ça vous dirait de travailler avec moi? Je suis sympa. Je suis autiste, je réponds une fois sur 8 et je panique quand on me téléphone, mais je respecte mes deadlines et j'écris correctement. Voilà. Donc, alors mais les deadlines, je ne les respecte pas toujours, c'est faux, mais voilà, voilà. Mais voilà, c'était non, c'est moi qui ai proposé et il y a eu vraiment que le cahier de vacances des runes où là, c'est ma maison d'édition et qui est venue vers moi et qui m'a dit: «Voilà, on fait des cahiers de vacances, on pensait en faire un sur les runes et forcément on a pensé à toi, est-ce que ça te tente?» J'ai trouvé l'idée géniale. Je suis très, très contente d'avoir fait ce projet, c'est un truc que j'aurais pas du tout fait, moi-même et j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. C'était super. La personne avec qui j'ai travaillé, Laura, si tu passes par ici, big love sur toi, a été incroyable, même si je pense que je lui ai fait faire des cheveux blancs avec la longueur interminable de ce que je faisais. Mais j'ai adoré faire ça, donc voilà. Je prends très peu de projets de commandes. On m'en a proposé plusieurs. J'ai été démarchée par des maisons d'édition. J'ai été démarchée par Larousse, par Secret d'Étoile, donc qui est une branche de Rustica. Mais les projets ne me plaisaient pas du tout. J'ai eu des propositions aussi de Trait Daniel, donc la première maison d'édition avec qui j'ai travaillé, mais ça me branchait pas, donc j'ai refusé les projets parce que du coup, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai accepté seulement le cahier de vacances sur les runes parce que j'ai trouvé que l'idée était cool. Mais sinon, c'est moi qui propose. J'aurais du mal, je pense, à travailler sur comment. Euh, Où en suis-je? Voilà. Comment et quand sauter le pas à autrice à plein temps? Il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a pas de bonne méthode. Euh, c'est à toi de voir. Tu vois, je t'ai fait l'image de mon parcours. Moi, je l'ai fait j'ai fait l'option sécurité, c'est-à-dire que j'avais pas peur de travailler beaucoup et j'avais pas peur de cumuler plusieurs boulots. Donc je l'ai fait. Après, je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Euh, mais voilà, moi, ça a été mon but, c'était de pas être un boulet pour mon entourage. Je n'ai jamais voulu qu'on m'aide financièrement. C'est-à-dire que quand, j'ai démissionné, même si je gagnais que 800 € par mois, je payais ma part de loyer complète, je payais ma part de courses, je payais, exactement comme avant. J'ai raboté sur des choses à moi, mais il était hors de question que mon ex-conjoint paye tout pour moi ou que je demande de l'argent à mes parents. C'était non. Donc vraiment ça, si je dois le faire un jour, c'est que je serai vraiment dans une panade pas possible. Mais voilà, moi c'était ma valeur. Alors ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais moi c'était ma motivation, c'était ça. Donc j'ai dit je me lancerai à plein temps autrice quand
ça me permettra de continuer à payer mes factures correctement, quoi. Donc je l'ai fait, parce que, par un concours de circonstances, j'ai eu de la chance. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé aussi, hein, donc il y a pas eu que de la chance, il y a aussi du travail, hein, derrière, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. Je compte pas mes heures et je compte pas mes jours. Mais voilà, j'ai sauté le pas quand je me suis sentie à peu près en sécurité. Voilà, là encore, la balance bénéfice-risque. Et enfin, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit: «On veut tout savoir». Eh bien, je crois qu'avec ça, vous savez à peu près tout. Je crois que là, j'ai été relativement exhaustive là-dessus. Bref, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos interrogations, aux questions que vous pouvez vous poser sur ce travail. C'est pas un travail facile, mais c'est un travail merveilleux. Les boulots qui sont autour des métiers du livre sont de toute façon formidables. On en profite pour déverser du love sur tous les autres métiers du livre, sur les bibliothécaires, sur les libraires, sur les imprimeurs, sur les éditeurs, parce qu'on leur tire beaucoup dessus, les éditeurs, mais sans eux, on serait pas là. Donc merci les éditeurs, parce que non, c'est pas que des rats qui nous volent tout notre argent. Les gens sont souvent catastrophés quand je dis que je ne touche que 10% des œuvres que je vends. C'est-à-dire que mes droits d'auteur, c'est 10% du prix de l'œuvre. Et encore, je suis très bien payée. La maison d'édition pour laquelle je travaille est dans le haut du panier parce que pour d'autres maisons, c'est plus de l'ordre de 5-7%, voire 3% pour d'autres. Alors 3, c'est de l'arnaque, hein. Mais là, on a tendance à croire, à dire « Ouah, mais l'éditeur, c'est un rat qui vole tout ». Non, parce que éditeur, c'est beaucoup de monde et c'est beaucoup de travail. L'éditeur, il se charge de la relecture, de la mise en page, de l'impression, enfin de trouver un imprimeur, de la diffusion, de la publicité, de la logistique, de la maquette, des images, de trouver les différents acteurs, de la relation service public, des services presse. C'est monstrueux comme boulot. Donc du love sur les éditeurs quand même. Zut! Hein, rendons quand même à César ce qui lui appartient et ne crachons pas sur la main qui nous nourrit tout de même. Vous savez que beaucoup, beaucoup, beaucoup de cet argent, tout ne va pas à l'éditeur, hein. Dans les 90% qui restent, il y a beaucoup qui passent dans les transports, dans le papier et dans l'encre. Voilà, donc c'est pas l'éditeur qui prend la pire des marges, hein. Donc tout le monde est important en fait, c'est une chaîne énorme, on est une équipe dans les métiers du livre et au lieu de se tirer dessus, on ferait mieux de se serrer les coudes et de travailler tous ensemble main dans la main. Donc si vous êtes dans un métier du livre, quel qu'il soit, que j'ai pas cité parce que je vous ai oublié et c'est pas bien, du big love sur vous. Et courage. Courage parce que le livre, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est très important. Il faut qu'on continue à faire vivre le livre. Là, on est dans une ère où le livre est en danger, le métier d'autrice, le métier d'auteur est en danger, que ce soit à cause des intelligences artificielles ou de toutes les difficultés qu'on nous met sur notre chemin pour exercer nos métiers correctement, hein. Cette TVA est une véritable catastrophe, c'est un désastre. Donc vraiment, c'est une des pires choses qui pouvaient nous arriver et c'est en train d'arriver. Donc il faut qu'on se batte en fait pour maintenir nos métiers, il faut qu'on se batte pour les faire vivre et ça, on ne peut pas le faire sans tous les acteurs du métier du livre. Et il y a un acteur que j'ai pas mentionné et qui pourtant, je pense, est l'acteur le plus important, c'est le lecteur, lectrice. Parce que vous aussi, vous êtes des piliers des métiers du livre. Big love sur vous, lecteur, lectrice, on vous aime fort parce que s'il y a personne pour lire nos livres, à quoi bon écrire? Donc vous aussi, vous êtes des acteurs de ce métier-là et vous aussi, vous pouvez faire partie de l'équipe et vous pouvez vous serrer les coudes avec nous en achetant des livres, en lisant des livres, en parlant de livres autour de vous, en allant faire vivre les bibliothèques, en empruntant des livres, en échangeant des livres, bref, faites vivre le livre. Essayez de privilégier les véritables auteurs plutôt que les intelligences artificielles, les véritables libraires plutôt que les revendeurs qui tuent les petits commerces. Essayez de faire à votre échelle les efforts qui sont possibles, de faire de votre mieux pour que le livre continue de vivre. Parce qu'un monde sans livre, je sais pas vous, mais moi, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Pas du tout. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire. Vous pouvez poser d'autres questions d'ailleurs dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Peut-être que je ferai une deuxième partie à cette vidéo s'il y en a suffisamment, pourquoi pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et diffusez cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait intéresser
vos proches parce que c'est ce qui va permettre que l'algorithme la propose à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai un compte Tipeee sur lequel vous pouvez me laisser une petite compensation en échange de contenu exclusif. Je vous laisse aller découvrir ça dans la barre d'infos et j'ai fait une vidéo aussi de présentation là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mets par là. Vous pouvez bien entendu rejoindre le programme Une année en magie si vous voulez profiter de mon travail et le découvrir dans son intégralité avec un livret donc d'une centaine de pages. Je vous rappelle que ça fait ça, c'est quand même pas mal. Et jusqu'à 4 vidéos supplémentaires tous les mois pour encore plus de mois tous les mois. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez un très grand soin de vous, aimez vos livres, lisez, faites des bisous à vos libraires, vos bibliothécaires, vos éditeurs, vos lecteurs, vos imprimeurs. Et surtout, restez magiques. À très vite. Bye.